La journée démarre dès les premières lueurs de l'aube pour Daro Samb à Diogo, une bourgade située à 140 km de Dakar, dans la région de Thiès. À l'aide de son collaborateur, elle charge à l'arrière de son pick-up des caisses de tomates. Ils se rendent au marché de la communauté rurale. Comme tous les mercredis, ce lieu commercial voit son taux de fréquentation augmenter considérablement. Situé dans la zone des Niayes, qui est une bande côtière fertile de 180 km de long, entre Dakar et Saint-Louis, le village de Diogo à travers son marché est le point de convergence naturelle de nombreux maraîchers de la zone qui y viennent écouler leurs produits. Un objectif également recherché par Daro, qui souhaite vendre ses dernières récoltes de tomates. Aussitôt arrivée et déjà vendue, elle a trouvé preneuse auprès d'une détaillante. Après cette étape, elle remonte dans son pick-up pour se rendre à la source de ses récoltes, ses terres. Agronome de formation, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat agricole et plus précisément dans l'agroécologie depuis 2024. Ici, c'est le poivre. On vient de répiquer hier, c'est du poivron. Ici, bientôt, on va en train de préparer le terrain pour préparer le repiquage de tomates et les semis de navets aussi. En fait, c'est important parce que c'est l'environnement qui nous permet de survivre. Si on ne le protège pas, ça aura un impact sur notre façon de faire et la génération future. Possédant un champ de 3 hectares et un autre de 5 hectares, elle cultive des produits maraîchers tels que des poivrons, des tomates, des carottes, des haricots et des piments, mais aussi des fruits avec du citron et des papayes. Avec l'agroécologie, pour le sol, souvent on essaie de renforcer le sol parce que souvent, pour voir que les sols, on le corrige au fur et à mesure avec les engrais organiques. Mais l'accès aux engrais organiques, la demande est forte et souvent le prix est coûteux pour cela. Souvent on fait l'accueil au niveau des gens qui font l'élevage pour pouvoir faire le compostage. Dans chacun de ces champs, Daro Samb a fait aménager un bassin artificiel, alimenté par des forages souterrains. De l'acheminement de l'eau vers ses ouvrages jusqu'à l'irrigation des cultures, tout le système fonctionne grâce à l'énergie solaire. Comme vous voyez les systèmes solaires qu'on a implantés ici, ça nous permet d'avoir de l'énergie solaire, les énergies renouvelables pour pouvoir arroser. De même aussi de faire la diversification des cultures pour la régénération des sols. Pour cela, pour vivre en symbiose avec l'environnement. Mais dans une région confrontée au stress hydrique, produire durablement suppose aussi d'innover. C'est ce chemin que Donald Kafando a décidé de prendre avec son projet dénommé e-Farm, qui est un système d'irrigation intelligente. Cette solution utilise des capteurs et des technologies de contrôle pour fournir automatiquement la quantité d'eau nécessaire aux cultures en fonction de leurs besoins. Elle permet également d'économiser l'eau, d'améliorer les rendements agricoles et de réduire les coûts de production tout en protégeant les ressources naturelles. Une technologie qui lui a valu le premier prix lors de la 3e édition de l'Académie nationale sur l'économie verte à Ouagadougou le 17 décembre 2025. Déjà, le contrôleur que nous avons intitulé Quadra Friendly pour dire la main du cultivateur. Quadra Friendly est donc celui-là qui permet d'irriguer de façon intelligente et en arrosant vos plantes, en abreuvant vos animaux, même en votre absence. Nous allons envoyer une commande pour déclencher l'arrosage. Voilà, comme vous pouvez dire, commande exécutée avec succès. Donc, nous allons envoyer une commande également pour l'arrêter. Simplement. Voilà. Plusieurs initiatives voient le jour aujourd'hui dans l'espace UEMOA autour de la volonté de produire autrement tout en préservant les ressources. Des pratiques qui s'inscrivent dans ce que les spécialistes appellent désormais l'économie verte. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Par définition, l'économie verte est un modèle économique qui améliore le bien-être de l'homme, contribue à l'équité sociale tout en préservant l'environnement. Ainsi,
L'économie verte est aussi un cadre théorique qui englobe le bien-être social, la baisse des émissions de carbone et la protection de la biodiversité. Mais ce modèle économique ne serait rien sans l'un de ses piliers phares, l'économie circulaire. Il s'agit d'un type de production et de consommation qui limite le gaspillage des matières premières et de l'énergie, s'opposant à l'économie linéaire qui consiste à extraire, fabriquer, jeter. En lieu et place de cette dernière, les ordures sont revalorisées. En Côte d'Ivoire, plus précisément à Adzopé, une ville située dans le sud-est du pays, une entreprise a fait le choix de transformer les déchets plastiques en matériaux de construction. Une initiative qui permet de donner une seconde vie à ce qui était autrefois une menace pour l'environnement. Nous nous sommes attaqués sur le plus gros pollueur qui est le plastique. Nous sommes spécialisés dans la construction des matériaux de construction. On fabrique des tuiles à travers le recyclage des plastiques. On fabrique des briques, des pavés, tout ce qui rentre en ligne de compte dans la construction. Une activité qui génère également un impact social important avec environ 25 emplois directs et près de 150 emplois indirects et qui implique des organisations de femmes et de jeunes, ainsi que des organisations communautaires de l'espace de l'UEMOA. Dans la même dynamique, mais sur un autre type de déchets, à Lomé, la capitale togolaise abrite l'ONG Association sociale pour le développement intégral, qui s'est spécialisée dans le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. À travers son travail, il contribue lui aussi à créer de l'emploi avec 9 postes permanents, 15 emplois temporaires et environ 20 emplois indirects. Les déchets d'équipements électriques et électroniques créent des problèmes parce qu'ils contiennent des substances dangereuses. Et ces substances dangereuses sont à l'origine de beaucoup de maux, de beaucoup de maladies et de beaucoup de problèmes environnementaux. Par exemple, nous savons tous que les déchets d'équipements électriques et électroniques sont composés de plusieurs types de déchets. Nous retrouvons dans ces déchets-là les déchets plastiques, nous retrouvons dans ces déchets-là des déchets de verre, nous retrouvons dans ces déchets-là ce que nous appelons communément les câbles électriques ou électroniques. Nous retrouvons également dans ces déchets-là les plaquettes et autres, les piles et autres déchets. Tous les secteurs sont propices à l'économie verte. Le secteur forestier, le secteur des déchets. Je m'arrête au secteur des déchets parce que dans tous les pays de l'UEMOA, les populations sont confrontées à un véritable problème de gestion des déchets. Les risques sont prépondérants. Il y a des risques de gaspillage des ressources avec l'accroissement démographique. Si des mesures ne sont pas prises dans le contexte de l'économie verte, il va sans dire que dans les années à venir, les pays africains seront confrontés à une pénurie de ressources. Dans la banlieue dakaroise de Pikine, Amidium s'affaire en cuisine pour la préparation du repas de midi. La restauratrice met tout en œuvre pour terminer à temps. Au menu du jour, il s'agit d'un plat emblématique composé d'haricots et de sardines fumées. À première vue, rien de bien étonnant, mais cette restauratrice fait cuire sa marmite grâce à un procédé révolutionnaire, le biogaz. À la place d'une bonbonne de gaz, elle a fait installer à côté de son restaurant un réservoir en PVC qui stocke ce gaz. Pour faire le plein, rien de plus simple. Elle doit juste traverser la route afin d'accéder au stade Alassane Djigo. En ces lieux, un biodigesteur a été inauguré le 2 mai 2026 en présence des premières dames sénégalaises et turques Marie-Khone Faye et Emine Erdogan. Ce système écologique est promu par Madiara Diop Blandin, fondateur de Afrique Biogaz Environnement, une PME sénégalaise qui évolue dans le domaine des énergies renouvelables et de la distribution de l'engrais organique. Nous avons ici un biodigesteur de 2 mètres cubes qui produit 1 mètre cube de gaz par jour et 60 litres d'engrais liquide qui sort. Et le gaz produit par le biodigesteur passe par ces tuyaux. Là, j'ai mis une vanne. La vanne nous permet d'éviter que le gaz s'échappe. L'emplacement de ce biodigesteur est idéal en raison de la présence en abondance de sa matière première, les déchets. Situé à proximité de l'un des marchés aux fruits les plus célèbres du Sénégal, les personnes désireuses d'avoir du gaz comme ami se doivent d'apporter leurs détritus sur le lieu où ils trouveront Hassan, qui est chargé d'effectuer tout le processus. Les biodigesteurs acceptent
une grande variété de déchets organiques, que ce soit d'origine animale, d'origine volaille, d'origine même biomassique avec les résidus de récolte et puis même d'origine des bouts de station d'épuration. À l'issue de la transformation, le gaz est donné gratuitement aux volontaires, un procédé qui fait des heureuses. Ci mois de mai bi lañ fi ñëw ma utiliser ko mais awma ci benn problème wax dëgg yàlla awma ci benn problème baax na gaaw na ba pare teg ci day sakkanal ndax man dama doon utiliser gaz mais semaine bi dinaa ci utiliser gaz bu ma toggee ci chargé gaz 3000 semaine bi presque la semaine bi jeex mu jeex mais bii moom wax dëgg yàlla day économie sama gaz ba pare amul benn problème daal te amul ay affaire comme gaz bi chaleur bi ni muy ñëwee ni amul noonu boo ciy togg dama ciy togg keroog awma ci benn problème togg naa ci yaasa bu neex. Outre le soulagement qu'il apporte à Ami, ce biodigesteur est tout aussi bénéfique pour l'environnement. On a ici un micro-jardin et ce micro-jardin est alimenté par l'engrais issu du biodigesteur. Dans les prochaines années, si tout est mis en œuvre, nous aurons des énergies, la plupart des sources d'énergie proviendront des énergies renouvelables. D'ici 10 à 15 ans, voire 20 ans, on pourra se déplacer avec les véhicules électriques. À Dakar, ce futur s'écrit au présent. D'abord à travers l'État du Sénégal qui a investi sur des moyens de transport durables, dont l'un des plus illustratifs est le bus rapide transit. Avec une fréquentation moyenne de 60 000 voyageurs par jour en semaine, ce bus est 100% électrique, avec une alimentation provenant de l'énergie solaire à terme. À côté de ce projet d'envergure de plus de 300 milliards de francs CFA, des initiatives privées apportent aussi leur pierre à l'édifice. Dans le quartier de Liberté 6, Moussa Sakho s'est lancé dans un pari entrepreneurial des plus ambitieux, celui d'implanter une entreprise de location de trottinettes électriques. Alors, j'avais ce projet pour le Luxembourg, parce que j'ai habité là-bas un certain moment, plus de 10 ans. Donc mon but c'était de créer une application au Luxembourg, c'est le même service qu'au Sénégal. Et j'ai eu un refus du maire du Luxembourg, de Luxembourgville, donc toutes les autres communes étaient d'accord. Et par la suite, je l'ai mis de côté. Donc moi j'étais dans l'immobilier, on rachète des ruines qu'on retape. Un soir de 2024, j'ai reçu des photos de cette flotte de trottinettes, donc il y en avait 750. Et je ne sais pas pourquoi, je l'ai acheté. Donc j'ai acheté cette flotte sur photo. Voilà. Et après l'avoir acheté, je me suis posé, je me suis dit maintenant qu'est-ce que tu vas faire? J'avais plus trop envie d'investir en Europe, parce que voilà, j'avais fait le tour. Je me suis dit pourquoi pas le Sénégal, en sachant que ça faisait depuis 2013 que je n'avais pas posé mes pieds ici. Lancée en juillet 2025, avec 750 trottinettes, l'entreprise a enregistré la perte de 250 engins. Alors, ici c'est le cimetière des trottinettes, venez voir. Donc c'est toutes les trottinettes cassées. Voilà. Et c'est cassé par les clients. Ouais. En deux. C'est de l'aluminium, hein. C'est vraiment solide. Je ne sais pas comment ils arrivent à le casser. On les cannibalise, d'accord, on les cannibalise parce que les roues fonctionnent, ok. Donc on récupère les pièces détachées pour réparer par exemple cela, voilà. Et ça c'est en 3 mois d'exploitation. Vous faites du recyclage? C'est ça, on fait du recyclage. Alors là on va dire, là c'est moins d'1 mois, ici. Comme vous voyez, il n'y a pas de poussière, donc c'est vraiment, ils viennent tout juste d'arriver. Donc là c'est vrai. Le premier soir où j'ai commencé, donc il y avait 300 trottinettes dehors. On avait prévu 300 casques, 300 gilets. Donc 21h, tout était posé. Et je pense à 9h du matin, quand je me suis réveillé pour faire un tour, il n'y avait plus de casques. Il n'y avait plus de casques, il n'y avait plus de gilets. On voyait des fous marcher dans la rue avec mes gilets. Je voyais des tchak-tchak passer devant avec mes casques. Et je me disais, vous les arrêtez, vous leur demandez où est-ce que vous avez récupéré ce casque? Ils vous disent voilà, d'un cordon de mer. Voilà, c'était à donner.
Le soir même, je rentre dans l'application pour voir les localisations des trottinettes et je commence à voir des trottinettes un peu partout dans les maisons. Et j'ai pas compris au début en fait, je me suis dit, dans les maisons, donc, ok, peut-être que c'est bienveillant. Première maison, deuxième maison, je vois vraiment que c'est plus bienveillant, mais c'est un peu du vol. On met ça dans la maison, ça ne nous appartient pas, on ne peut pas l'allumer, on ne peut pas l'utiliser, on attend. Donc dans quelques mois, si on ne voit personne, bah, c'est à nous. Et j'ai commencé à toquer chez les gens à 6 h du matin pour faire un choc. Voilà, et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Je venais chez les gens à 6 h du matin, je venais toquer, récupérer mes trottinettes. Et le lendemain matin, à ton réveil, il y avait une convocation qui t'attendait. Le plus grand problème qu'on a maintenant, c'est plus les talibés qui s'amusent le matin avec les trottinettes. Donc, vu qu'elles sont stationnées 24 h sur 24. Donc le matin, on a énormément d'appels d'ailleurs de la population qui nous signalent ces talibés qui s'amusent avec les trottinettes. Mais je préfère que ces talibés s'amusent avec les trottinettes que les vols, par exemple. Malgré ces mésaventures et une perte financière qui s'élève à plus de 80 millions de francs CFA, Moussa n'est pas prêt à baisser les bras. D'ailleurs, l'entrepreneur prévoit de s'ouvrir vers d'autres horizons prochainement. Dakar est pollué. Après 13 ans, quand je suis revenu, c'est la première chose qui m'a vraiment frappé. C'est que Dakar est extrêmement pollué. Donc ouais, j'ai décidé de changer les choses par rapport à ça. Ok, c'est que 700 trottinettes. Il y a d'autres choses qui vont arriver derrière. Où le but, c'est de créer un écosystème électrique avec des minibus électriques, avec des scooters électriques, avec des vélos électriques, mais vraiment un écosystème. Et au-delà du côté économique, on va dire, le but, c'est vraiment d'être vraiment ce pilier, on va dire, du transport vert en Afrique et dans l'UEMOA. Parce que Dakar, c'est vraiment un test, ok ? On n'est pas... Moi, je ne suis pas rentré dans ce business pour rester juste à Dakar. Mon but, c'est vraiment de m'implanter partout en Afrique. La réalisation d'une telle ambition aurait poussé certains entrepreneurs à contracter un prêt bancaire. Tous, sauf Moussa. Il ne souhaite s'appuyer que sur ses fonds propres, pour une raison qui se passe de commentaires. Je n'aime pas travailler avec les banques. C'est ça le problème. Le problème, c'est que je n'aime pas travailler avec une épée Damoclès sur la tête. Du coup, ça me permet vraiment de me focaliser sur le travail sans me dire tous les fins de mois que je dois payer la banque, je dois payer la banque. Ce stress, en moi, me permet d'être plus performant ailleurs. Mais pour beaucoup d'autres porteurs de projets verts, le principal défi reste l'accès au financement, à l'instar de Kokou Chamsi au Togo et Jean-Philippe Kofi en Côte d'Ivoire. Ce dernier lance un plaidoyer à l'endroit des institutions bancaires. D'abord, il y a la mise à disposition des fonds. Nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas assez de fonds de roulement. Les banques ne font pas confiance aux entreprises agréées par le programme national de biogaz au Sénégal. Parce que d'abord, il y a ce problème de bien concevoir son business plan. Quand vous voulez faire, disons, des activités vertes. Si vous ne faites pas tellement bien votre business plan, vous risquez de ne pas trouver les financements nécessaires qui vont vous élever à un niveau où vous êtes un peu indépendant. Alors, ce qu'il faut faire dans ce genre de start-up, c'est qu'à chaque stade de votre existence, il y a un mécanisme financier qui est approprié. Vous ne pouvez pas, dès le départ, vouloir aller à la finance verte si vous n'existez pas d'abord. Donc, il faut exister, il faut avoir ce qu'il faut comme agrément et tout pour pouvoir aller à la finance verte. Et ça, si vous voulez une start-up et que votre papa, votre famille n'est pas riche, c'est qui vous allez prendre cet argent-là. Une unité au Sénégal qu'on appelle Baobab Plus, qui a pu mobiliser 20 milliards en l'espace d'une semaine. Et ces 20 milliards-là, le taux c'est-à-dire de crédit est assez bas, c'est concessionnel. Il y a la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui est aussi ici et qui peut le faire. Il y a une semaine, la LBA, la Banque agricole, a aussi créé une ligne de crédit de 80 milliards pour crédit, disons, pour des crédits verts. Plus récemment, ce jeudi 14 mai 2026, Ecobank Transnational Incorporated a annoncé le succès du placement d'un eurobond tiers 2 de 450 millions de dollars consacré au financement de l'agriculture durable et du capital naturel en Afrique. De retour au Sénégal, dans le village de Diogo, assurer l'exploitation de domaines de 8 hectares n'est pas chose aisée.
Dans ses tâches quotidiennes, la jeune entrepreneur peut compter sur sa main-d'œuvre dont l'effectif varie en fonction des périodes. Oui, ça permet de créer d'emplois. Comme vous voyez, j'ai presque 6 employés fixes et parfois j'emploie jusqu'à 20 personnes pour faire l'accueil, les fruits, la récolte des produits agricoles, le désherbage, tout cela. Il y a des main-d'œuvre temporaires et des main-d'œuvre fixes. Actuellement, on a presque 6 personnes qui sont là, qui font le travail. Et souvent, on recrute des emplois permanents, presque 25 personnes pour faire le travail. Elle crée de l'emploi parce que quand vous investissez, par exemple, dans des projets d'énergie renouvelable, vous créez des emplois non seulement sur l'installation, vous créez des emplois sur la maintenance, vous créez aussi des emplois sur l'utilitaire. Donc, il n'y a pas photo entre ça et quand c'est une grosse centrale électrique, disons, au charbon ou bien au gaz. Donc, sur ça, il va falloir que les gens comprennent qu'il y a peut-être un besoin de mutation des secteurs et des professions. Parce que si vous perdez ici, il va falloir que vous formez ces gens-là pour qu'ils puissent reprendre quelque part un nouveau métier. Donc, ce n'est pas tellement est-ce que la finance verte crée des emplois, c'est comment est-ce qu'on se prépare pour pouvoir bénéficier de ces opportunités. Au-delà de sa volonté de faire bouger les lignes, Daro doit en partie la concrétisation de son projet au soutien de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DERFJ. La DER est dans une logique de mettre en place ou bien de financer ou d'accompagner des entreprises qui sont en phase avec la vision Sénégal 2050, plus précisément dans le secteur agriculture-élevage. La DER finance des projets, mais aussi des startups dans les énergies renouvelables, aussi des projets qui ont à fort impact innovation, mais aussi la DER, au-delà de ce financement, la DER accompagne des entrepreneurs dans le renforcement de capacités en gestion, mais aussi renforcement de capacités techniques dans les domaines d'activité de chaque entrepreneur. Par exemple, si je prends le secteur agriculture, la DER, au-delà de ce financement, formalise, structure les entreprises qui évoluent dans le secteur de l'agriculture. Malgré les financements obtenus, Daro se heurte encore à plusieurs difficultés, notamment le manque d'un véritable circuit capable de mieux accompagner et rentabiliser les productions issues de l'agriculture verte. En fait, c'est rentable, mais ce qui se pose, c'est le problème de marché qui se pose. Parce que quand tu fais de la bio, quand tu ailles sur le marché, les gens ne peuvent pas le différencier. Mais c'est le prix qui se pose. Vous vendez les mêmes prix, on n'a pas le marché pour pouvoir exposer nos produits pour la vendre à des prix fiables et des prix convenables pour la production. C'est ça qui se pose. C'est l'éducation du consommateur. Si le consommateur ne fait pas le distinguo entre ce qui est produit avec des engrais, disons, chimiques et ce qui est produit en bio, vraiment, le coût additionnel que celui qui produit avec le bio met dans son produit n'est pas tellement favorable à la vente. Parce que le produit bio coûte beaucoup plus cher que le produit traditionnel. Donc là, il y a une éducation il faut éduquer la clientèle, il faut éduquer le consommateur. Parce que, in fine, si vous voulez vraiment que le consommateur soit attiré par le bio, il faut lui dire quelle est la différence et qu'est-ce que l'autre va vous faire de mal. Et c'est ça le problème. La DER est dans cette phase donc, de promouvoir l'agriculture biologique à travers donc, les fermes Baïsawar qu'on est en train d'installer, qui permettra donc la création d'emplois, mais aussi d'avoir des revenus, mais aussi de créer une synergie entre les acteurs qui évoluent dans ce secteur. Donc, j'allais dire plutôt aujourd'hui, à travers donc, nos missions, on est en train donc, de voir comment intégrer ou bien comment associer tous les acteurs donc, de cette activité
pour leur permettre donc de faire la promotion donc de l'agriculture donc bio. C'est vrai, c'est une activité que peu de producteurs connaissent, mais actuellement, avec les effets des changements climatiques, ce n'est plus une option, mais une nécessité. Du Sénégal au Burkina Faso, du Togo à la Côte d'Ivoire, ils sont agriculteurs, ingénieurs, restauratrices ou entrepreneurs. Tous avancent avec les mêmes difficultés. Le manque de moyens, l'accès compliqué au financement et des habitudes de consommation encore difficiles à faire évoluer. Pourtant, chacun à sa manière tente déjà d'inventer d'autres façons de produire, de consommer ou de se déplacer. Et si l'avenir de l'économie verte en Afrique de l'Ouest se dessinait justement ici, dans ces initiatives, encore fragiles, mais porteuses d'espoir.